Citez-moi un métier aussi difficile que l'immobilier. Pour toutes tes équipes, toi, t'as stoppé le Bon Coin. J'ai stoppé le Bon Coin. À l'école, on reste trop dans des cases et on n'est pas assez libre de tester énormément de choses. L'année Covid, la profession a fait plus 20% en volume. Et là, l'année 2023, c'est pratiquement moins 30% de volume. 1200, 1300 agences qui ont fermé. Un site comme Le Bon Coin, par exemple, demande à une agence pour 15 annonces, pratiquement 10 000 € par an. On va mourir à cause de Se Loger Bon Coin. C'est devenu indispensable vraiment dans la tête des agents immobiliers. Je crois que les Français, on est un peu des rebelles. La culture des commerciaux de partager de l'argent, ils la mettent pas en place tout de suite. Mettre en avant les aspects négatifs C'est ça. pour faire en sorte que la personne vienne vers vous. J'ai toujours été un bon copieur. Quelqu'un qui démarre le métier, il n'a pas de rentrée d'argent avant 4, 5, voire 6 mois. Un agent immobilier, je trouve qu'il a du mal à se remettre en question sur ses façons de faire, sur ses façons de mettre en place les choses. Se former en permanence. Se former tout le temps. Je suis sur un projet qui, on pourrait presque l'appeler mission impossible. À peine j'ouvre la porte, j'entends du bruit. Première pièce, c'était une chambre. Et là, il y avait du monde dedans. Bonjour Eric, Bonjour. bienvenue pour ce podcast. Et Mathéo, c'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble, Matt, C'est ça. avec un invité particulier, parce qu'on va parler aujourd'hui immobilier. On va parler aussi de ton parcours, Eric, qui est plus que passionnant, je l'imagine, avec tout un tas de choses. On en parlait un peu en off. Ça va être hyper intéressant. Tout podcast commence toujours par la même chose sur cette chaîne. Je vais tout simplement te poser des questions simples. Réponse simple. On est parti. Feu. Ton nom, ton prénom et ton âge, Eric. Éric Vernin, 52 ans. Ok. Ta profession aujourd'hui. Agent immobilier. Ok. Ta ville d'habitation. Lyon. Ok, on en parlait anciennement à Rouen, c'est aussi pour ça qu'on a créé un contact assez rapide. Ton palmarès, est-ce que tu as déjà eu un palmarès étant plus jeune? Tu as gagné un championnat, quelque chose comme ça? Palmarès va être plutôt sportif et moins scolaire. Effectivement, j'ai eu pas mal de trophées en tennis de table, en ping-pong. C'est un truc de dingue parce qu'à chaque fois que je donne cette anecdote avec Elliot, je dis qu'il y a souvent des entrepreneurs qui ont des palmarès. Et t'as eu quoi comme trophée par exemple? Tu peux le dire ou pas? J'ai été à plusieurs reprises finaliste en double au championnat de France, mais Ok. pas dans la fédération officielle, dans une fédération à l'époque avec mon petit club, on jouait, c'était un club laïque, Ok. et on jouait un autre championnat à côté qui s'appelait le championnat UFOLEP des œuvres laïques. Ok, ça marche. Et effectivement, j'ai 6, 7 titres de vice-champion de France en double messieurs ou en double mixte. Incroyable. Voilà. Est-ce que tu suis encore un petit peu le tennis de table ou je sais qu'on a deux petits prodiges en Alors, équipe de France qu'on nous... Je suis effectivement, oui, un peu de loin malgré tout, mais je suis parce qu'on entend beaucoup parler des frères Lebrun. Ouais. Moi, à l'époque, je me tirais la bourre avec le papa et l'oncle. Ah, ça joue aussi. ouais, la ouais. famille jouait. Ouais, Ok. Ok, incroyable. ouais, je Ils connais. ont un sacré parcours. Hein. On croise les doigts pour les JO. Oui, après, je trouve qu'on en fait un peu trop. Je pense ils sont jeunes, il faudrait leur Ouais. foutre un peu la paix. Et les résultats vont venir. Je suis pas inquiet, parce qu'ils ont un entourage exceptionnel. Donc, ils baignent dedans depuis tout petit. Donc, Ouais. mais les médias, ça serait bien de leur foutre un peu la paix. Les médias, ça doit pas être facile à gérer en tant que sportif. En tant que sportif, ouais, c'est un truc de Compliqué, dingue. Ton épanouissement sur 10 aujourd'hui, Eric? Le micro. Je mettrais 10. Ouais, Incroyable. Je suis sur un nouveau projet. Non pas que le dernier est terminé, il a encore des belles choses à faire, mais je suis sur un projet qui, on pourrait presque l'appeler mission impossible. Et ce mot n'est pas compatible avec moi, impossible. Donc voilà, ouais. On en parlera juste après ce projet, on Je en a suppose, donc je ne veux pas aller trop loin. On garde des suspens. On en a parlé en off. Ta plus grande fierté aujourd'hui, Eric? D'être papa, parce que ça a été long, donc c'est une grande fierté. Et puis mon parcours qui s'est fait comme ça, souvent par hasard. Ok. On en parlera On en après parlera. le collège, après le lycée, ce qui s'est passé. Je pense que tu as pas mal d'anecdotes J'ai des choses à dire. à ce sujet. Tu nous as teasé directement. Le palmarès, c'est pas scolaire en tout cas. Donc, C'est qu'il doit avoir des trucs intéressants à raconter sur l'aspect scolaire. ok. Ton prochain plus grand objectif, moi je le connais. Ça va être intéressant quand même que tu en parles. C'est quoi ton prochain plus grand objectif? Eh ben, l'objectif lancé, il a démarré il y a très peu de semaines, à peu près 2 mois.
Je lance avec un ami informaticien qui a ses ingénieurs au Maroc, à Rabat et Casablanca. Ok. On lance un site professionnel pour les professionnels de l'immobilier d'annonces pour aller concurrencer nos chers amis, je vais dire, Se Loger, Le Bon Coin. Et quand je dis nos chers amis, c'est vraiment dans tous les sens du terme. On en reparlera parce que l'immobilier aujourd'hui, c'est le cœur de ton activité finalement. Oui, Donc, depuis 2001. depuis 2001, Mm. on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tu donnais un peu des dates, tu utilisais un peu des dates. Moi, j'aimerais savoir et découvrir un peu ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement alors après tes études ou pendant tes études? Est-ce que tu avais déjà un peu cette fibre entrepreneuriale? Est-ce que tu bossais déjà un peu dans l'immobilier? Est-ce que tu peux nous faire un petit parcours, étape par étape, sur ce qui s'est passé, Eric, il y a quelques années de ça? Bon, mon parcours scolaire, il est tout ce qu'il y a de plus basique, collège, lycée, un membre de la famille, un oncle qui était dans l'éducation. J'étais plus passionné effectivement par le sport que par les études, puisque tous les week-ends j'étais dans les salles de sport, donc mes devoirs se faisaient souvent dans des tribunes ou dans la voiture, donc vous imaginez le résultat. Familiar confort. J'ai même, pour une petite anecdote croustillante, mon ancien instit de CM2, donc on n'est pas grand, hein, CM2, on a 9-10 ans, 10 ans, Max 10 ans. ouais, 10 ans, Ouais, ça doit être un truc comme ça. qui est devenu d'ailleurs ensuite maire de ma commune, de notre commune, et qui avait dit à mes parents, de toute manière, Eric, je crois qu'on n'en fera jamais rien. Aujourd'hui, on pourrait surtout pas dire ça. Mais effectivement, j'avais eu ce compliment lors de mon année scolaire en CM2. Et après, je suis parti dans le technique, dans l'électrotechnique exactement. Et puis très très rapidement, comme j'avais un bon petit niveau de sport, j'avais des clubs qui me voulaient comme joueur. Donc à l'âge de 17-18 ans, j'avais des propositions de bon nombre de clubs dans toutes les régions de France. Que j'ai refusé, parce que je crois que je voulais pas trop m'éloigner malgré tout de mon petit cocon familial, papa, maman, les copains. Donc au bout d'un moment, j'ai pris une proposition qui était sympa pour aller jouer en National 2 avec le club de Vichy. Donc là, tennis de table toujours? Ouais. Ok, très bien. Ouais, tennis de table, pour aller jouer donc à Vichy en National 2 et un travail d'éducateur sportif pour Jeunesse et Sport à Moulins dans l'Allier. Ok. Voilà. Et ce premier job, ça a été de faire un petit peu le développement du tennis de table sur le département d'Allier. Pendant 2 ans, parce que je suis un compétiteur, et là, c'était vraiment du loisir très profond, avec, petite anecdote, aller chercher la clé à la mairie, mettre le poêle en marche, monter les tables, démonter les tables, remettre les clés dans la boîte aux lettres. Mais tu avais déjà ce rôle un peu de gestionnaire, de gérer que tout J'étais éducateur sportif avec des diplômes d'État. J'avais déjà été sélectionneur à l'époque sur la Ligue Rhône-Alpes, qui était à l'époque simplement la Ligue du Lyonnais, département 1 Rhône-Loire. Donc très vite, mineur, je faisais déjà de l'encadrement dans mon sport, le tennis de table. Ouais. Ok. T'es investi vraiment assez important. Quand Depuis tu tout fais petit. quelque chose, tu... Ouais, je le fais à fond. Ouais, ça se ressent. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Et ben après, voilà, un petit parcours de sportif. Très rapidement, les blessures. Tendinite du long biceps, donc voilà, retour un petit peu à la case départ avec les copains au club d'origine. Et voilà, on s'amuse au niveau région, et puis c'est très bien. Et puis après, on commence les vies de couple, on commence d'autres choses. Et puis le travail. Et donc là, tu es rentré dans l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai été au départ toujours dans le domaine du sport. J'ai été notamment jusqu'à être responsable du magasin Supersport, une chaîne bretonne, sur Roanne, ensuite à Monceau-les-Mines. Ensuite, mon directeur régional a quitté la société, avait créé une société sur la région lyonnaise pour gérer les mutations des cadres, mutés en grande distrie. Donc on travaillait pour France 3, on travaillait pour M6, on travaillait pour tout un tas de sociétés de la grande distribution, le milieu bancaire. Et cette société a évolué très vite, mais ils se sont un petit peu enflammés, donc elle est redescendue très vite et très bas. Et entre-temps, j'ai une agence qui m'a sollicité pour aller venir travailler dans leur agence immobilière. Ok.
Et j'ai refusé une première fois en disant non, non, oula, l'immobilier, un métier d'escroc, c'est pas fait pour moi. Une deuxième fois, non, non, insistez pas, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. 3 fois, 4 fois. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit écoutez, je veux bien. On a fait un contrat avec 3 mois d'essai. J'ai fait mes 3 mois, justement, là, dans le quartier. 4e, 1er, Les Pentes, Caluire. Et puis, ce patron, à l'époque, avait 2 agences, dont une qui était fermée. C'était simplement une vitrine physique. Et je lui ai proposé, au bout de mes 3 petits mois d'expérience, j'ai osé lui proposer de prendre la responsabilité de cette agence et de la rendre dynamique. Okay. Et comme j'avais déjà la réponse quelque part, puisque sa fille allait intégrer la société, donc j'avais anticipé la réponse négative, donc j'avais pris contact avec des réseaux d'agences. J'avais mis une option sur un local à 50 mètres de chez moi, un local qui avait brûlé. Et le vendredi au restaurant, quand j'ai fait ma proposition, il m'a dit non, donc j'ai dit c'est pas grave, j'arrête. Et là, il était un petit peu surpris, il s'est un peu décomposé. Et le mercredi, j'attaquais les travaux en bas de chez moi dans le local qui avait brûlé. Incroyable. Il est venu me voir, il a vu que sortait beaucoup de fumée parce que je cassais tout. Et il a dit il y a quelqu'un, donc j'ai dit oui, oui, monsieur, j'ai donné son nom, je suis bien là. Et j'ai démarré l'aventure comme ça avec une agence sous une enseigne nationale dont le siège est à Grenoble. J'en ai eu 2, j'en ai eu 3, j'en ai eu 4. Après, je suis même passé au bout de 10 ans développeur de l'enseigne sur le plan national. L'objectif, c'était d'aider à ouvrir des agences immobilières. Tu peux citer le nom ou pas? Oui, oui, je peux citer Sim Immobilier. Le fondateur, c'est monsieur Jean-Claude Miribel. Bien sûr. Une personne formidable à Grenoble, à Europol. Et j'ai été donc le développeur de la marque pendant 2 ans. Et puis, quand il a décidé de prendre du recul, il en avait l'âge et il avait bien fait tout ce qu'il avait à faire, j'ai décidé de prendre du recul avec lui, parce que la suite qu'il m'annonçait ne me convenait pas. Je me permets de te couper, mais à ce moment-là de ta vie, on était sur quelle période? Quelle année pour contextualiser? On était en début d'année 2013. Donc, depuis 2001, j'avais eu mes agences, Ok. mes 4 agences. Et je venais de faire 2 années de développeur. La naissance également un petit peu des réseaux de Exactement. mandataires qui sont arrivés à peu près en même temps. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc là, c'était une grosse bagarre au départ, hein, comme toute nouveauté, ça fait peur. Donc on préfère critiquer, tirer dessus que d'essayer de comprendre et travailler main dans la main. Donc ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis en mai 2013 à Paris, quand j'ai décidé d'arrêter mon poste de développeur, pour les raisons que je viens de citer, je suis allé 3 mois dans le sud. Voilà, alors j'ai reçu tout un tas d'appels, de textos. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais t'es fou, etc. C'est normal parce que tu avais un cadre, Ouais. t'étais bien, quoi. C'était presque tracé, quoi, finalement, pour toi, la fin de carrière. Peut-être que sans c'est trop tracé, au bout d'un moment, je m'en lasse, peut-être. Donc voilà, donc j'ai arrêté. Donc je me suis retrouvé effectivement sans rien du jour au lendemain, parce que j'avais vendu mes 4 agences. Certaines n'existaient plus d'ailleurs. Sur les 4, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule qui est en place. Mon premier bébé, justement, sur les quais de Saône. T'avais combien de personnes en tout? Je suis monté à 15-16 salariés. Salariés? Oui, à l'époque, c'était les salariés. Ouais, c'était différent. Ouais, c'était des vrais commerciaux. Maintenant, des salariés, il y en a bien moins. Et en tout cas, c'est mon avis, il n'y a même pas grand intérêt. Et tu sens une différence aujourd'hui entre un indépendant dans une agence, toi qui as un peu du recul sur ça, et un salarié dans une agence, dans sa façon de faire, etc. ou pas? Non, le métier reste le même. Aujourd'hui, malheureusement, très souvent, l'indépendant est exploité comme un salarié. Un indépendant, on n'a pas le droit d'y imposer tout un tas de choses, des réunions, des permanences. Et très souvent, malheureusement, il est utilisé comme... Ok. On en reparlera ça juste après. C'est hyper intéressant le recul que tu as sur ça, justement, pour les jeunes qui entreprennent, qui se lancent, parce qu'on est souvent amené à faire appel à des prestataires dans la façon de manager. Je trouve que c'est important ce que tu dis. Moi, j'ai quand j'ai démarré ma première agence donc à Lyon 9e, dans une enseigne qui n'était... c'était le tout lancement de la franchise pour Sim Immobilier. J'ai été le premier à ouvrir une agence en franchise chez Sim. Tout nouveau, ouais. Jean-Claude Miribel était propriétaire, lui, de 38 ou 39 agences sur l'Isère et les Deux-Savoie. Mais c'était vraiment pour lui, il fallait qu'il démarre la franchise. Et j'ai été le premier à signer un contrat de franchise. C'est dingue ça, parce que tu t'es aventuré dans quelque chose que, d'une part... Un métier que je connaissais pas, faut le dire tel que. Une ville que je connaissais pas et qui, à l'époque, que je n'aimais pas.
Quand on vient du 42, difficile, hein, C'est compliqué. difficile d'aimer le 69. Donc, oui, en plus, dans le 9e arrondissement, c'est-à-dire l'arrondissement, souvent, quand on parle de Lyon 9, souvent, c'est la Duchère. Bon, enfin, la Duchère, moi, j'ai un appartement où je fais du locatif et j'ai jamais eu de problème et ça me pose pas de souci, le quartier de la Duchère. Bon, enfin, le 9e, à l'époque, en 2001, c'est 65% de logements sociaux. Donc, tout le monde me disait, mais fait t'es un peur, grand ouais. malade. Ce qui fait T'es peur. pas lyonnais, tu connais rien en immobilier, t'aimes pas Lyon, tu te mets dans l'arrondissement le plus vilain de Lyon. Tout le monde me disait, mais t'es un grand fou, quoi. Et c'est ces mêmes je personnes suis plus toujours tard là. qui te diront putain, t'avais raison de commencer, etc. quoi. Oui, il y en a qui le diront pas, mais peu importe. Mais ils le pensent Peu fort. importe. Ouais, ouais, ça j'ai compris depuis très longtemps qu'il faut pas attendre de retour de qui que ce soit, même quand on tend la main, même quand on sort des fois des gens de situations très compliquées, c'est très vite oublié. C'est très décevant et parfois ça me rend dingue. Mais voilà, j'essaye, je dis bien j'essaye, parce que parfois j'ai quand même beaucoup de mal avec cette attitude, mais j'essaye de passer au-delà de tout ça, quoi. Ouais, avec le recul. Ouais. C'est hyper intéressant Ouais. ce que tu dis. Est-ce que tu me permets juste de revenir sur un point avant Yes, que j'oublie yes, la vas-y. question. Avec plaisir. Tout à l'heure, tu nous as parlé en CM2, du coup, le directeur ou ton prof Ouais. qui t'a dit cette phrase comme quoi, entre guillemets, tu réussirais peut-être sûrement rien dans la vie ou on peut pas en faire grand-chose. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui nous regardent ou c'est peut-être déjà arrivé. Toi, tu l'as pris du bon pied en te disant, en faisant une force, j'ai l'impression avec tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Quel conseil tu donnerais un petit peu aux personnes où c'est déjà arrivé cette situation-là? On leur a déjà dit que c'était pas possible, qu'ils allaient rien pouvoir faire, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Il y a rien d'impossible. Ouais. Il y a rien d'impossible. Toute la partie scolarité qu'on fait, moi je connais des gens qui ont bac plus 5, mais avant d'avoir bac plus 5, ils se sont perdus. Ils ont d'ailleurs pris une année à glander ou aller faire des petits postes de mise en rayon ou des choses comme ça. Les études, ça reste les études. Je sais pas vous, mais est-ce que vous, en CM2, à 11 ans, 12 ans, vous saviez ce que vous alliez faire à suite, quoi? Non, et on m'a dit un petit peu la même chose aussi. Voilà, très Moi, je voulais peu. faire conducteur En- de pelleteuse et tout, je me rappellerai. Voilà, tout, donc mais- très peu. Je me rappelle en électrotechnique, 5-6 ans plus tard, j'avais rencontré un prof et je lui avais posé cette question. Est-ce que vous savez, parce qu'on ne se revoyait pas forcément, les copains-copines, est-ce que vous savez tous ce qu'on est devenu? Et un prof m'avait dit, a priori, j'ai essayé de suivre un petit peu, il y en aurait un seul en électrotechnique qui est rentré à EDF, quoi. Et encore, c'est parce qu'il avait son père et qu'il a été pistonné. Donc voilà, moi j'essaye de le faire un petit peu avec tous les alternants, stagiaires, BTS que j'ai pu avoir depuis 2001. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y en a plus un dans l'immobilier. Il y en a une qui est restée un petit peu, mais bien planquée dans un bureau en syndic. Mais donc aujourd'hui, je dirais aux jeunes, par rapport à l'immobilier, allez vous faire des expériences peut-être ailleurs que dans l'immobilier. Je critique souvent, peut-être à tort, mais je critique souvent ce BTS profession immobilière. Pays, ouais. Et je dis que souvent, il vaut mieux aller, à l'époque c'était le NRC, maintenant je crois qu'il y a une MDRC. 4e lettre, voilà, c'est ça. Ouais. Et aller toucher à tout. Le commercial, la preuve, j'ai fait électrotechnique, et j'ai un pote qui a bac plus 5 en commerce, qui a voulu faire de l'immobilier, qui a brillamment échoué. Lui, il est très fort quand le client vient à lui. J'exagère, il ferme la porte à clé du bureau, il planque la clé, et lui recolle des options, du crédit et tout ce qu'il veut. Il a été très bon en automobile, en piscine, en cuisine. Tout ce qu'il a touché, quand le client vient à lui, En prospect il entrant. est très fort. Moi, j'ai essayé, on a tenté de m'utiliser sur ma région natale, avec un oncle qui était maire d'une commune, etc., chef-lieu de canton. On a essayé d'utiliser mon nom dans l'assurance à l'époque, mais j'ai compris qu'on voulait simplement m'utiliser, et j'ai compris que d'aller refourguer de la cam, entre guillemets, c'était vraiment pas mon truc, quoi. Là, je m'éclate en immobilier parce qu'on est dans du service. Je vends rien. Moi, j'ai pas les maisons, les appartements. D'ailleurs, dans les textes de la loi qui réglemente notre profession, la loi Hoguet, on est là pour faire de la mise en relation. Entre un acquéreur et un vendeur. Tout à fait. C'est tout. C'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant. J'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet avec le nouveau projet. La partie scolaire, on doit faire des choses. On nous met dans des cases, on nous met dans des métiers.
parce qu'on voudrait qu'on soit médecin, on voudrait qu'on soit avocat, on voudrait qu'on ait un métier manuel ou autre, parce qu'on n'est pas brillant en études. Mais tout ça se fait après. Moi, aujourd'hui, je change une ampoule chez moi, mais je vais pas mettre une prise ou je vais rien faire au niveau électrotechnique, quoi. Je trouve qu'on reste trop. À l'école, on reste trop dans des cases et on n'est pas assez libre de tester énormément de choses. De nos jours, on a un peu plus la chance de pouvoir changer de métier un peu comme on le veut. Il y a des forces et des faiblesses à ça, mais ça permet quand même d'avoir un grand panel de compétences assez rapidement, avec Internet aussi. Et je trouve qu'à l'école, on est trop dans une case et on reste dans cette case-là et de plus en plus, parce que la constitution du bac, c'est un petit peu ça. Il faut choisir maintenant ses matières. Il y a des matières qu'on verra C'est ça. même plus et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors que tous les profils qu'on a, entrepreneurs qui ont fait plein de choses, sont pleins d'histoires, des fois de l'immobilier, des fois dans le sport, Ah, mais clairement. ailleurs. On voit vraiment une différence de mentalité. Ouais. Et je trouve que ce serait dommage. C'est dommage qu'à l'école, on n'arrive pas à faire ce petit cursus qui permet d'ouvrir les gens mentalement. De plus en plus, quand même, il y a des filières entrepreneuriales, etc. Ça arrive trop Mais tard. encore une fois, Compliqué vu la conjoncture. Ouais. Moi, je reviens sur le BTS profession immobilière. Bon, c'est bien, ça donne un bac+2, ça permet d'avoir la carte professionnelle. Bon, enfin, est-ce que quelqu'un à 22 ans qui est titulaire de son BTS et donc qui a la carte pour ouvrir une agence, est-ce qu'il va mettre 100, 200 000 pour ouvrir son agence? Je suis pas sûr qu'il ait les moyens, même si les parents ont les moyens, ça serait du suicide. Comme je le dis souvent aux profs, c'est dommage, alors c'est probablement pas possible, mais c'est dommage qu'avant de les lancer là-dedans, parce que du coup on les enferme dans un métier, hein, contrairement au NRC qui reste commercial entre guillemets général, si on leur faisait faire un stage 2 mois avant de démarrer le BTS, je pense que les sessions BTS seraient vides. Ouais. Non, c'est sûr. Ah, mais surtout dans la période actuelle. Surtout dans... Bah là, depuis 1 an et demi, c'est très très compliqué. Et surtout que c'est un BTS, et c'est des postes sortis d'études, immobilier. Après, il y a quand même des sorties possibles. Oui, bah après, mais c'est ce que quand tu même disais. bien Tu peux enfermé. aller dans du syndic, de la copro, ce qui reste aussi autre chose de manière générale. Mais la transac, c'est vrai que c'est très compliqué. Très On y compliqué. reviendra par la suite. Moi, j'aimerais quand même te poser une question qui est très intéressante et je la pose souvent. Toi qui avais vu le podcast avec Léon, d'ailleurs, Léon, petit coucou à toi. C'est qui la personne qui t'a le plus inspiré quand tu t'es lancé et qui t'inspire le plus maintenant? Une personne, un proche en particulier? Ça peut être aussi, alors moi j'ai une personne qui m'inspire énormément, ça te laisse le temps de réfléchir, c'est Kylian Mbappé. Pourquoi il m'inspire? Parce qu'il a une capacité et une lucidité sur énormément de choses, notamment sur des interviews d'après-match, cette capacité à répondre de manière lucide à des questions, cette capacité aussi à répondre à la plupart des grands événements, même si on en entend énormément de lui, il répond à la plupart des gros événements, des grands événements, et c'est ce professionnalisme, tu vois, de manière large, en fait, si tu veux. Je compare souvent Mbappé à des commerciaux. Tu peux te casser le nez, comme c'est arrivé, mais tu sais que le gars, il reviendra en quart de finale et il est capable de claquer un doublé, tu vois. C'est touche cette du bois. capacité, après un échec, à justement revenir rapidement, etc. Moi, c'est une personne qui m'inspire. Est-ce que toi, tu as une personne un peu comme ça? Ça peut être un proche aussi, tu vois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui me sont tombées dessus par hasard, où on est venu me chercher. Donc du coup, j'ai jamais dit je veux... la preuve, j'ai même refusé d'être dans l'immobilier à plusieurs reprises. J'ai même à un moment donné une femme avec qui je m'entendais bien, plus vieille, qui m'avait dit Eric, j'ai envie de travailler avec vous, faut qu'on ouvre une agence immobilière. Ouais, j'ai dit non, foutez-moi la paix, c'est vraiment pas un métier pour moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc, moi j'aime le sport. J'aime tous les sports. J'aime le sport en règle générale, que ce soit même féminin, masculin. J'aime le sport. À mon époque, il y avait les Platini en foot, il y avait les Jordan. Maintenant, de dire que je me suis inspiré, non. Le courant m'emmenait là, j'ai fait là. Le courant m'emmenait là, j'ai fait là. Alors j'avais mon mot à dire, hein, j'ai refusé des postes à droite et à gauche. Mais mon papa, qui n'est malheureusement plus là, a fini sa carrière parce que, arrivé à 50 ans, vous êtes trop vieux pour être responsable d'un service, donc on vous met dehors. A fini effectivement en étant chef d'entreprise, il vendait des appareils ménagers. Donc il a fini à faire ça dans le sous-sol de la maison, dépannage, vente, électroménager. Et les gens achetaient chez lui et étaient surpris qu'il puisse faire des prix de boulanger, darty et compagnie. Un petit artisan comme ça dans son garage qui n'a pas de stock, mais voilà. Donc peut-être que
quelque part, je me suis dit à un moment donné, bah tiens, mon père l'a fait, pourquoi pas? Peut-être, je sais pas. Mais j'ai toujours été un bon copieur, même au collège. J'étais un très bon pompeur. Et je me suis jamais fait gauler. Jamais. Ouais, mais tu as cette capacité aujourd'hui à prendre quelque chose, le dupliquer, mais à ta sauce. C'est ce qui fait aussi peut-être la force. On en Peut-être. parlera avec ton nouveau projet. Ouais. C'est, alors, on va pas dire du copier-coller, mais c'est s'inspirer de quelque chose, d'un fait actuel. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait finalement avec notre boîte. C'est qu'on s'est inspiré d'un fait actuel et on s'est dit comment on pourrait l'améliorer pour répondre à des problématiques précises. Ouais. Et finalement, c'est le projet de Agogo. Et je pourrais être réalisateur parce que je fais une super bonne transmission pour ton projet. J'ai verrouillé l'iPad. J'aimerais que tu me parles justement de ce projet-là. Agogo.imo, c'est ça. C'est ça. D'où ça vient? Est-ce que tu peux nous parler de la source vraiment réelle de ce projet-là parce que tu réponds à une vraie problématique? Ça vient d'un mal-être de la profession. C'est que l'immobilier, c'est cyclique, il y a des hauts, des bas. Là, on est dans le dur maintenant depuis pratiquement 2 ans, après des années magnifiques, les années Covid, où on était le seul métier pas touché par le Covid, puisque les gens, au contraire, achetaient à tout va, changeaient leur résidence principale ou achetaient des résidences secondaires pour avoir des extérieurs, des bouts de terrain. Donc l'année Covid, la profession a fait plus 20% en volume. Et là, l'année 2023, c'est pratiquement moins 30% de volume. Et dans le neuf, c'est encore plus catastrophique. Je fais de la formation pour des organismes de formation, pour des agences franchisées, indépendantes, pour des petits réseaux de mandataires comme moi. Et grosso modo, les chiffres, je suis peut-être pas très très précis, mais grosso modo, il y a eu à peu près 1200, 1300 agences qui ont fermé. Et moi aujourd'hui, je le vois, quelles que soient les enseignes, grosses ou petites, j'ai plein de clients en formation qui aujourd'hui tirent la langue et me disent, Eric, des fois même en pleurant, des chefs d'entreprise qui ont 15-20 ans d'ancienneté dans leur propre agence, qui pleurent devant moi, hommes ou femmes, en me disant, Eric, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Et quand on connaît un petit peu les tarifs, un site comme Le Bon Coin, par exemple, on demande à une agence pour 15 annonces, pratiquement 10 000 € par an. Mais c'est un truc de dingue, cette Comment évolution. peut faire un petit professionnel qui est en train de mourir de payer pour 15 annonces alors qu'il a 3 mandats? Je veux dire, il y a aucune, et c'est aujourd'hui le gros reproche qui est fait à par l'ensemble de la profession envers ces 2 grosses sociétés de communication, Se Loger Bon Coin, pour ne pas les citer, tout le monde les connaît. Aujourd'hui, c'est qu'il y a aucune adaptation à la conjoncture, et on est des vaches à lait. On est des vaches à lait. Un exemple concret, c'est que Bon Coin vous appelle une fois par an pour vous dire « Bonjour, monsieur Vernin, j'espère que ça va bien. Asseyez-vous parce que l'abonnement l'année prochaine, c'est plus 18. » C'est ce qui s'est passé l'année dernière. C'est ce qui s'est passé là, au mois de mai. Au mois de mai. Et il vous harcèle et c'est limite à vous narguer. Tous les jours ou presque, vous avez une personne différente pour vous dire « Attention, monsieur Vernin, votre abonnement arrive fin mai à échéance. » Et on vous appelle encore le 2 et 3 juin. Mais le pire, c'est que les agences, les indépendants, ils n'ont pas Enfin, ça devient un indispensable. C'est quoi, en fait, ton positionnement par rapport à ça? Pour un agent immobilier, aujourd'hui, Le Bon Coin et Se Loger, il y en a qui disent c'est un indispensable. Si on n'y est pas, on met la clé sous la porte. Comment tu vois ça? Indispensable, plus ou moins. Déjà, Se Loger et Le Bon Coin n'ont pas les mêmes retours en fonction des régions de France. Vous avez des régions Île-de-France et... après, je ne vais pas me transformer en commercial pour eux, mais Paris, Île-de-France et PACA, Le Bon Coin et Rhône-Alpes, pardon. Le Bon Coin est presque indispensable. Presque. Se Loger dans certaines régions est complètement absent. D'accord ? Là, je vais parler plus en tant que formateur. Pour moi, il n'y a pas d'indispensable. On les rend indispensables. C'est-à-dire qu'on est en train de leur donner tellement de pouvoir et tellement d'argent qu'ils vont finir par être indispensables si on ne se bouge pas. Je ne suis pas encore complètement un vieux con, comme j'ai dit, j'ai 52 ans, mais je ne suis pas non plus un pro des réseaux sociaux. Mais je regarde et j'écoute ce qui se passe. Je suis dans beaucoup de groupes, des groupes de l'immobilier, et tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint de Se Loger Bon Coin. Et
moi le premier, hein, ça fait 3 ans que j'ai envie de me couper du Bon Coin, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le Bon Coin est devenu un petit peu un site, entre guillemets, populaire. Il y a de moins en moins de retours intéressants, de retours ciblés, de plus en plus de problématiques. Si vous êtes acheteur ou vous cherchez une location, il faut passer par votre compte pour avoir le numéro de téléphone. Ouais. Tout devient... On veut vraiment nous mettre dans une case et voilà, nous rendre indispensables. Et moi, personne ne rendra indispensable. Quand tu disais on, c'est important de le préciser pour les gens qui nous écoutent. Tu parles vraiment de la communauté des conseillers immobiliers, des personnes qui travaillent dans l'écosystème immobilier, quoi. Oui, moi je mets, pour moi, il y a jamais eu de guerre entre les agences physiques, les agences vitrines, comme on les appelle, ou les réseaux de mandataires. Si aujourd'hui, il y a 190 réseaux de mandataires, ce qui représente, je crois, à peu près 30% aujourd'hui des ventes, parce qu'il y a les notaires, il y a le particulier, etc., et que ça se développe, c'est bien qu'il y a sa place. On a tous notre place, on fait tous le même métier, d'une façon peut-être différente, avec des options différentes. Mais aujourd'hui, ce matin encore, juste avant de venir chez vous, je le disais à une agence franchisée d'une grosse enseigne que je ne citerai pas, qui me disait, mais vous croyez vraiment qu'on peut s'en passer ? Mais oui, on peut. Pourquoi dans le monde de oui, il n'y aurait pas Agogo, parce que je l'ai créé, mais pourquoi bien ici, qui a été mis en place par des grosses enseignes, puis les syndicats après, existent depuis 13 ans. Et aujourd'hui, comment ça se fait que ce site aujourd'hui n'est pas devenu numéro 1 ? En 13 ans, il devrait l'être et depuis très longtemps. Alors, je connais certaines erreurs, mais je connais pas tout. Mais aujourd'hui, ça m'interpelle. Un site bien ici qui a été fait par les plus grosses enseignes d'agences vitrines, qui s'est très vite maqué avec les plus gros syndicats de la profession, qui au bout de 13 ans a 200, 250 000 peut-être annonces ou 300 000, admettons, quand on sait que les gros ont 1 million ou 1,2 million d'annonces, je me dis, on passe à côté de quelque chose. Pourquoi on n'arrive pas à fédérer tout le monde ? Tout le monde en a besoin, tout le monde le veut, mais on n'y arrive pas. Pourquoi ? Donc voilà le défi, effectivement, tout à l'heure tu me disais le défi. Ouais. Voilà le défi. C'est mission impossible, je rêve pas. Mais quelque part, je peux pas comprendre pourquoi on n'y arriverait pas. Et moi, j'ai besoin de comprendre les choses. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je me permets juste de résumer concrètement, parce qu'il y a peut-être des gens qui comprennent pas l'idée d'Agogo.imo. Donc Agogo.imo, tu me corriges donc si je l'explique mal, c'est une plateforme sur laquelle des propriétaires pourront les professionnels uniquement, pas les particuliers. Ok, d'accord. Donc on ne s'attaque pas aux particuliers. Le marché de particuliers descend de plus en plus. Quand j'ai démarré l'immobilier en 2001, il y avait pratiquement 50% des ventes qui étaient faites par le particulier. Ok, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. Et aujourd'hui, par exemple, les annonces de particuliers sur le Bon Coin, doit être aux alentours de 7 ou 8% d'après les infos qui m'ont été données par le Bon Coin. Donc aujourd'hui, la bagarre, elle n'est pas là. La bagarre, c'est tous les professionnels, quelle que soit notre enseigne, notre volume d'annonces, notre syndicat, notre région de France. Voilà le message que je suis en train d'essayer de faire passer. C'est prenons-nous par la main et surtout, prenons notre avenir en main. C'est surtout ça le message que je veux passer et qu'on tente avec mon associé Mohamed, qui lui s'occupe de toute la partie informatique. Alors il n'y connaît rien en immobilier et moi j'y connais rien en informatique. Donc on peut pas... Le match parfait. Voilà, exactement. Voilà. Chacun son job. Lui, il a sa société, il est bon. C'est lui qui m'a tout fait, ce que j'ai aujourd'hui dans mon réseau. C'est lui qui m'a tout créé et je suis propriétaire de tout. Et voilà, je dois rien à personne. Quand j'ai besoin de quoi que ce soit, j'ai pas 50 intermédiaires. C'est allô Mohamed, qu'il soit en France ou au Maroc, et on avance les choses. Donc c'est vraiment un message. Tous les professionnels, et faisons ça pour nos boutiques, pour nos enseignes, pour nos marques, parce que sinon on va mourir à cause de se loger Bon Coin. C'est hyper. Je pense que c'est vraiment... c'est devenu indispensable vraiment dans la tête des agents immobiliers. Ça va être une grosse problématique à gérer. Bien sûr. Cette partie-là, je pense que ça va être le plus dur parce que clairement, nous, on a un peu plus de 850 conseillers immobiliers qu'on accompagne au quotidien, plus sur la partie digitale. Et clairement, les budgets que certains mettent dans le Bon Coin, s'ils les mettaient ailleurs, clairement, je suis convaincu qu'ils verraient un impact vraiment significatif, que ce soit sur leur vente, même en termes d'acheteurs dans leur portefeuille. C'est juste que c'est devenu un incontournable dans la tête. Qu'est-ce que toi, tu comptes mettre en place
pour essayer d'éduquer l'ensemble du marché immobilier? C'est une grande question, compliquée, hein. visiblement. Et qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour essayer d'éduquer ce marché-là qui est, quand on se lance, et je suis persuadé qu'on parlait tout à l'heure du BTSPI, que la plupart peut-être parlent, quand vous lancerez votre agence, il faudra avoir le bon coin, il faudra avoir se loger, etc. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je crois que les Français, on est un peu des rebelles. On se plaint, on aime bien se plaindre, mais la On peur, reste. le changement Ouais. fait extrêmement peur. Moi, je le vois là avec l'arrêt du Bon Coin. J'ai certains agents qui comprennent pas, qui veulent pas comprendre. J'ai l'impression de leur avoir arraché 2 bras et 2 jambes. Il y a aussi une façon de travailler. Dans notre métier, il y a des mots qui sont pas forcément bien maîtrisés. Il y a le fameux, lorsqu'on signe un contrat, on appelle ça un mandat de vente. Lorsqu'un vendeur nous donne son bien à la vente, on signe effectivement un contrat qui est un mandat de vente. Et ce mandat, il a plusieurs natures. Il peut être exclusif, alors ça c'est le mot qui fait peur. Oh, exclusivité, j'ai peur, j'en veux pas. Semi-exclusif ou mandat simple. Aujourd'hui, les grosses têtes de la profession, il y a à la louche 18 ans, sont partis aux États-Unis pour aller voir comment se passe l'immobilier aux États-Unis. Le modèle. Grosso modo, aux États-Unis, si je rentre une maison à vendre, j'ai pas le droit de la vendre. Je le mets à disposition de mes confrères concurrents qui, eux seuls, ont le droit de vendre et on partage la commission. Voilà comment ça se passe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en États-Unis, il n'y a pas de marché parallèle de particuliers, ou alors c'est vraiment un membre de la famille ou le voisin qui achète votre maison. Grosso modo, tout passe par les professionnels de l'immobilier et on n'a pas le droit de faire l'entrée et la sortie. D'accord ? Donc, quand ils sont revenus des États-Unis, ils ont essayé de mettre cette culture en place. Le développement de l'exclusivité, puisqu'en France, il y a encore pas longtemps, c'était seulement 20% de mandats exclusifs. C'est faible quand même. On est très loin des Américains, encore une fois. 20 ans plus tard, on doit être peut-être à 25%, mais guère plus. Alors, certaines enseignes ont compris qu'il fallait effectivement d'exclusivité. Moi, aujourd'hui, les meilleurs chez moi, ils ont complètement compris ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes déjà dans une autre agence, je suis désolé, je peux pas. Je peux pas travailler avec vous. Ah oui, mais je veux travailler avec vous parce qu'on m'a dit que vous étiez le meilleur du village. Virez l'autre et venez travailler avec moi. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'en ai certains qui ont compris ça, qui l'ont mis en place. Et limite, aujourd'hui, l'autre jour, j'ai eu un appel par hasard. Ils pensaient appeler mon commercial de la Drôme. Et ils me disent bonjour, monsieur Bouchard. Alors, je dis non, vous n'êtes pas chez monsieur Bouchard. Vous êtes au siège, là. Vous êtes avec monsieur Vernin, le gérant du réseau à Lyon. Ah, ok, est-ce que je voudrais joindre monsieur Bouchard? On m'a dit que c'était le meilleur. Est-ce que vous pensez que si je l'appelle, il voudra bien prendre ma maison à la vente? Mais quand vous en arrivez là, champion du monde, quoi. Ouais. Champion du monde. Donc voilà. Donc pour revenir à ta question, je pense déjà, avant de cette bataille de communication, il faut que toutes les personnes de la profession changent leur façon de travailler et ne travaillent qu'en exclusivité. Parce que le Bon Coin me dit, mais monsieur Vernin, comment vous pouvez vous passer de nous, puisque 70% des Français passent par notre site? Très bien, pourquoi pas. Maintenant, moi-même, je recherche un bien dans le sud de la France. Je ne peux pas croire que les Français soient suffisamment bêtes pour pas les voir ailleurs. Donc peut-être que les gens vont sur le Bon Coin, mais s'ils ne trouvent pas leur bonheur, ils vont aller voir après se loger bien ici, Le Figaro, Paru Vendu, Le Monde ou à Gogo bientôt, etc. Donc voilà. Si demain, déjà, le commercial Nanda n'a pas de mandat simple et il a que des mandats exclusifs, tôt ou tard, les acheteurs le trouveront. Ça sur X, Y ou Z. Exactement. Tôt ou tard, ils le verront. Peut-être pas par le Bon Coin, mais peu importe. D'accord ? Et donc, il y a déjà ça. Il y a déjà la façon de travailler en France. Alors, pour finir la petite histoire avec les États-Unis, les 2 plus gros syndicats, la FNAIM et le SNPI, ont essayé de mettre ça en place ensuite avec des associations type loi 1901 qui s'appelait le SIA ou FFIP. Et puis, ça n'a pas vraiment fonctionné. À l'époque, c'était M. Sarkozy, notre président. Il avait regardé un petit peu ça et puis il a dit non...
mettez-moi tout ça à la poubelle, essayez de vous mettre tous en commun. Donc pratiquement l'ensemble des syndicats ont essayé de faire aujourd'hui, ça s'appelle l'AMEPI. L'AMEPI, c'est-à-dire quand on rentre un mandat exclusif, on est censé le donner à tous nos confrères qui payent une cotisation pour faire partie de l'association. Donc encore une fois, c'est ceux qui payent. Et c'est pas tout le monde. Moi aujourd'hui sur le terrain, j'entends des vendeurs qui me disent « Mais monsieur Vernin, je comprends pas, j'ai donné un mandat à l'agence Tartampion et le commercial m'a dit qu'il le donnait à tout le monde. » C'est faux. Il le donne uniquement aux gens qui ont une agence vitrine, parce que les réseaux de mandataires, on est des vilains, on n'a pas d'agence vitrine, et il les donne uniquement aux agences vitrines qui payent la cotisation pour faire partie de l'association. Donc c'est pas tout le monde. Et en plus de ça, très souvent, la culture des commerciaux de partager de l'argent, ils ne la mettent pas en place tout de suite. Ils se gardent le bien sous le coude, ils se gardent le bien sous le bras pendant un mois ou deux. Et quand ils se rendent compte qu'ils ont un mandat qui est majoré de 20 ou 30%, qu'ils n'arriveront pas à le vendre, ils le donnent aux petits copains. Mais les petits copains, ils ne le vendront pas non plus. Voilà, c'est ça la réalité de notre métier. Alors, on est une profession très critiquée. Moi, c'est un métier que je trouve exceptionnel. J'ai pas une journée identique. J'ai pas un vendeur identique, j'ai pas un bien identique, j'ai pas un commercial identique, j'ai pas une situation identique. Des anecdotes croustillantes, j'en ai aussi là-dedans depuis 2001. Vous vivez des situations mais incroyables. Allez, incroyables. tu nous teases une anecdote. J'ai eu des situations pas drôles du tout. Être obligé de séparer des adultes qui se battaient devant les enfants. Pour l'acquisition d'un bien. Pour la vente d'un bien, une séparation. Pour la vente. Ah oui, ouais. Séparation, ok. Qui en arrivait aux mains. Donc à un moment donné, j'ai envoyé les enfants dans leur chambre, j'ai séparé les parents, j'ai posé ma carte de visite, j'ai dit le jour où vous serez adulte et prêt à vendre, vous me rappelez, mais moi je vends pas. Très, très souvent, j'ai connu ça un petit peu en sport aussi, où on met le gamin le mercredi dans la salle de ping-pong avec des boîtes en caoutchouc et une raquette achetée à Decathlon ou à Carrefour en garderie. Il y a aussi un peu trop de gens en immobilier qui nous prennent un petit peu pour leurs pigeons. Vendez. Ouais, vendez, mais attendez, on est main dans la main pour vendre le truc, quoi. Donc ça, c'est une petite anecdote. Je pense que ça se perd souvent, ces notions de... Oui. Ouais, comme tu le disais, c'est la mise en relation, il ne faut pas l'oublier, quoi. Ouais. On est ensemble. Ouais. C'est votre argent. Et je vais vous aider à en récupérer le maximum, mais on travaille main dans la main. Si le ménage n'est pas fait, etc., on est dans une aventure, on part ensemble. Donc ça, c'est une petite anecdote, effectivement, un peu tristounette. J'ai une anecdote un petit peu plus coquine, pas très loin d'ici d'ailleurs, pas très loin d'où on est là, où je suis rentré avec des clients. Le bien était occupé, mais j'avais les clés. Je prévenais une demoiselle que je n'ai jamais pu rencontrer, croiser, parce que du coup, quand je venais mes visites, soit elle n'était pas là, soit elle partait. Et un jour, en arrivant avec un couple, donc j'avais sonné en bas, j'avais prévenu par texto, j'avais sonné en bas, j'avais sonné à la porte, j'avais frappé à la porte, etc. Et quand j'ai ouvert la porte dans un bel immeuble ancien comme ça, là, à peine j'ouvre la porte, j'entends du bruit. on va passer les détails. J'avance un petit peu, j'arrive. La première pièce, c'était une chambre. Et là, il y avait du monde dedans. Beaucoup de monde. Oh, merde, c'est excellent ça. Ah, c'est énorme. Mais moi, j'ai une question à te poser plus sur l'aspect recrutement. Est-ce que tu as des anecdotes sur le recrutement où tu t'es dit les commerciaux sont plus forcément comme avant ou parce que moi j'ai un papa qui bosse dans l'IMO en tant que marchand de biens immobiliers depuis pas mal de temps maintenant. Il avait une société de maçonnerie auparavant qu'il a dû fermer par raison de santé, soucis de santé. Et il disait que les commerciaux de manière générale, les agents immobiliers, les mandataires immobiliers, ça a bien changé quand même la mentalité. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un peu la hype du Covid, où là, ça vendait fort, où les commissions, ça pétait dans tous les sens finalement. C'est quoi le recul que tu as aujourd'hui qui caractérise un bon conseiller immobilier? Et surtout, si tu as une anecdote sur un recrutement particulier, tu vois? Le problème, c'est un gros problème pour l'ensemble de la profession, le recrutement, et ça a toujours été. Ça l'est encore et actuellement c'est même dramatique, on reçoit même pas de CV puisque les médias tous les jours parlent de l'immobilier qui est catastrophique. Le problème c'est que en règle générale, quel que soit l'âge, parce que j'ai fait des salons de la franchise où j'avais parfois des gens qui venaient de recevoir 200 000, 300 000 de primes de licenciement dans des grosses boîtes,
qui venaient sur nos stands pour ouvrir une agence en disant « Mais vous inquiétez pas, monsieur Vernin, j'ai l'argent, je peux avoir la carte par mon fils ou ma fille, je vais mettre 2 blondes à forte poitrine et ça va rouler jusqu'à ma retraite. » Ça. Non, mais ça on l'entendait régulièrement. Aujourd'hui, l'image de l'immobilier, c'est... pardon. Je me lève le matin et je ramasse des billets de 10 000, quoi. C'est ça. C'est vraiment le métier, mais super facile. On fait rien, en fait. On ouvre la porte, on fait les visites et hop, on prend 10 000. C'est l'image de la profession. Donc voilà pourquoi c'est très difficile de recruter. Et par rapport à ça, ma petite anecdote, c'est que quand j'ai créé justement le réseau EV Immobilier en été 2013, dans le train, en montant à Paris, donc j'avais 2 heures de TGV à tuer, j'ai pris un bloc-notes et j'ai écrit une petite bafouille, ce que j'appelle maintenant la fiche de poste. Le tableau, mais il est noir. J'arrivais à Paris pour manger avec un pote du ping-pong qui était DRH dans une grosse boîte. Et on se retrouve à la gare, on mange à la gare de Lyon. Et je lui dis, en rigolant, avec une grande banane, je lui dis, tiens, je viens de composer une petite bafouille là dans le train, dis-moi ce que t'en penses. Il en fait la lecture, il me dit, mais t'es un grand malade. Il me dit, qu'est-ce que tu veux recruter avec ça ? Je lui dis, ouais, mais le problème, c'est que tous les gens, ils rêvent de l'immobilier. Grosso modo, mon mail, en gros, c'était 95% des gens abandonnent dès le premier mois. En gras, ce métier n'est pas fait pour tout le monde. Êtes-vous prêt à vivre dans l'échec en permanence ? Parce que notre métier, c'est quoi ? De la prospection. Vous faites des boîtes aux lettres. Maintenant, c'est marqué pas de pub de partout. Donc ça devient compliqué. Vous faites des sonnettes. On vous parle derrière la porte, on ne veut pas vous ouvrir, ou on vous rebalance la porte dans le nez. Vous faites du démarchage téléphonique, vous faites insulter. Je veux dire, c'est quand même très compliqué pour rentrer en contact avec des vendeurs. Okay ? Et ça, c'est la plus grosse partie du métier, trouver des vendeurs. C'est pour ça que dans mon message 95, il existe toujours, hein, chaque fois que je reçois un CV où quelqu'un me parle immobilier, je lui dis envoyez-moi un petit mail et j'envoie mon mail type. Depuis 2013, il n'a pas changé. Il n'a pas changé du tout. Tu reflètes les aspects négatifs. Exactement. Direct. Ouais. Ça écrème. Ouais. Ok. J'ai appris, en rentrant chez Sim, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais j'ai appris beaucoup en immobilier d'Yves Roussel, qui est maintenant en retraite, qui était comme moi, donc qui avait une agence chez Sim, qui a démarré le poste de développeur chez Sim. Okay. Je l'accompagnais dans les salons, etc. Puis du coup, quand il est parti en retraite, j'ai pris sa place. Et il faisait beaucoup la méthode de l'anti-vente. Ouais. Mais pourquoi vous voulez venir chez nous L'anti-vente, pour ceux qui connaissent pas, il y a plus gros. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est mettre en avant les aspects négatifs. C'est ça. Pour faire en sorte que la personne vienne vers vous. C'est ouf. Il se faisait désirer, entre guillemets, quoi. Et ça marchait bien. Et voilà, donc les commerciaux aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des vendeurs. Et c'est vraiment la partie la plus importante du métier, la plus ingrate, c'est ce qui fait que beaucoup de gens arrêtent rapidement. Après, la partie visite, je ne vais pas dire il n'y a pas de technique, mais c'est pas le plus compliqué. Je veux dire, presque tout le monde peut le faire. Que vous soyez de bonne humeur ou de mauvaise humeur, si ça plaît, ça plaît. S'ils ont l'argent, ils ont l'argent. Voilà. Après, il y a une partie sociale et administrative qui prend de plus en plus d'importance dans notre métier. Les délais de vente sont de plus en plus longs, les soucis bancaires sont là, la réactivité des notaires, avec certains notaires, c'est parfois très compliqué. C'est un métier où je dis souvent, il faut être un petit peu fou, parce qu'on est en permanence dans l'échec. On prend des claques tous les jours, il y a des rebondissements tous les jours. Et c'est clair que la personne qui est un peu trop jeune, qui est pas bien, qui est un peu fragile, qui est en séparation, qui vient de vivre un moment compliqué, un décès ou autre, c'est clair que là, c'est très très compliqué. Je suis pas sûr. Souvent, je pose la question, d'ailleurs, et je vous la pose, tiens, on va faire un peu l'inverse. Plaisir. Citez-moi un métier aussi difficile que l'immobilier. Voilà. Je vous laisse réfléchir, on pourra en reparler un autre jour. Parce que vous n'allez pas forcément me trouver une réponse tout de suite. On est en échec en permanence. On est baladé un petit peu entre un acheteur et un vendeur pour peut-être être payé. Sur un aspect physique, il y en a pas mal, pour mais peut-être sur un être aspect payé. mental... C'est pour ça que moi j'adore dur, comparer, nous les membres de l'accompagnement,
Donc, nous, on accompagne, comme on le disait, les agents immobiliers à maîtriser les outils digitaux et justement faire de la prospection, par exemple avec des outils comme LinkedIn et de l'automatisation de prospection, ce genre de choses. Et c'est vrai que je compare tout le temps, même Mathéo, on compare souvent des sportifs de haut niveau. C'est pareil. Je prends cet exemple très souvent. Tu claques une finale de Coupe du Monde, tu prends Mbappé, voilà, 2022 c'était la dernière finale. 2020 où il rate le penalty à l'Euro. Voilà, et 2022 il rate la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Et le mec, 3 jours après, il est au centre d'entraînement pour aller mettre des buts, Et c'est pareil, en fait. C'est souvent ce que je prends. Vous êtes des professionnels, vous êtes comme des sportifs de haut niveau. Il faut s'entraîner, rabâcher les choses. Tester. Et améliorer, toujours s'améliorer. Ouais, et le problème, c'est que les gens sont pas... Enfin, moi, je remarque dans la formation, il y a beaucoup qui sont pas prêts à ça, à cet échec-là, parce que en amont, on leur a vendu beaucoup de rêves. C'est ça. Que l'immobilier, c'était facile, que les mandats venaient tout seuls. Même si le directeur ou le réseau sait que c'est compliqué, il va quand même vendre la facilité pour recruter parce que c'est sûrement de plus en plus compliqué de recruter. Et la personne qui vient sur de la reconversion alors que pendant 20 ans, il faisait autre chose, qui pourrait tout à fait réussir, mais qui, au début, on lui dit c'est facile, au bout de 3-6 mois, s'il voit que c'est compliqué, que rien ne rentre, il abandonne n'importe qui s'il va d'échec en échec Tout à fait. et qu'il n'est pas prêt mentalement à vouloir continuer, il va forcément abandonner. Je connais personne qui en 2-3 ans fait que des échecs et qui pensait à la base que c'était facile, qui abandonne pas et financièrement. Accessoirement, il gagne rien pendant ce temps, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui se la donnent guerre, cette Puisqu'on gagne de l'argent que si la vente est actée à la fin, quoi. Ouais, bien sûr. Donc il y a tout un travail, grosso modo, quelqu'un qui démarre le métier, il n'a pas de rentrée d'argent avant 4, 5, voire 6 mois. Minimum, avec les télés de vente, etc. Si ça se passe bien. Donc idéalement, moi j'aurais tendance à dire, il ne faut pas être trop jeune, parce qu'il faut être crédible envers les vendeurs. Alors l'âge, ça reste qu'une étiquette, il y a la corpulence. C'est clair, une jeune femme qui fait 1m80, 80 kg à 20 ans, va en dégager beaucoup plus qu'une minette d'1m50, 35 kg qui a 25 ans. Donc l'âge, je ramène pas tout sur l'âge, mais il ne faut pas être trop jeune, il faut être crédible. C'est surtout ça, être crédible. Idéalement, connaître quand même un peu son secteur. Moi, ça m'a fait faute au départ. J'ai ramé davantage, quoi. On me parlait, on n'est pas loin de tel métro. Je ne connaissais pas, le métro, quoi. Donc, j'ai sur ma carte, etc. Donc, la connaissance du secteur. Et le top, c'est d'avoir du réseau. Ouais. Mais quand on sait que les vendeurs, en moyenne, ont plus de 40 ans, quand vous démarrez le métier à 25 ans, c'est ça, dans votre réseau, vous n'avez pas de vendeurs. Ouais. C'est la question que je voulais te poser. Vous n'avez pas de copains, copines, vendeurs. C'est les parents. Ou les parents des parents. C'est un réseau secondaire, c'est pas le réseau de première proximité. Si tu pouvais, je ne l'avais pas préparé dans le script. Si tu pouvais décrire en 2-3 mots l'agent immobilier, le conseiller immobilier parfait, en 3 mots. Donc tu disais dans un premier temps le réseau qui est très très important. Il faut, la première chose, c'est il faut être capable d'être crédible envers les clients. Mais nos premiers clients sont les vendeurs. Les acheteurs, ils viennent à nous, de par les sites internet, de par toute la communication qu'on fait, les panneaux à vendre, etc. Il faut aimer créer du contact. Le relationnel. Distribuer des cartes de visite. Enfin, moi, par exemple, quand je vais à Paris, je vais jamais dans le même hôtel. Et la dernière fois que je suis allé à Paris, j'ai fait une vente de la directrice adjointe qui s'est séparée, qui m'a donné son appartement à vendre. Ouais, voilà. C'est ça. Là, je viens d'aller en Guadeloupe. Je viens d'aller en Guadeloupe 15 jours au mois de mars. J'ai jamais mangé 2 fois dans le même restaurant. Et j'ai donné ma carte de partout. Quand j'achetais des trucs souvenirs, j'allais jamais dans la même boutique. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, on en parlait. Super intéressant. Ils n'ont pas cette notion pour la plupart, nous. Ils n'ont pas cette notion un peu de culot. On en parlait dans l'ascenseur en plus. Mais c'est ça tout le temps. Moi, j'ai toujours. C'est la zone de confort. On a toujours été habitué à aller au même endroit. Que je sois en short, en maillot de bain ou en pantalon, j'ai toujours la même panoplie. Toujours une liasse de cartes de visite, etc. 2 cartes bancaires. Carte de visite EV et Agogo. Et un billet au cas où. L'essentiel d'Eric. On me demande un permis de conduire, des papiers, j'ai jamais. Une pièce d'identité, j'ai jamais. Par contre, ça, j'ai tout le temps. Pendant 15 jours en Guadeloupe avec ça, en tongs, en maillot de bain, serviette autour du cou pour pas me faire cramer la nuque, casquette EVIMO, j'ai rentré 4 mandats.
C'est excellent, cette Ouais, anecdote. c'est ça, c'est vrai que si on va toujours dans le même restaurant, on a les mêmes contacts, Exactement. il n'y a personne qui Exactement. bouge. Il peut y avoir des clients différents, mais c'est quand même. Et le commercial Différent de- Nanda, c'est ouais, mais Eric, tu te rends pas compte, Montpellier, c'est compliqué. Oh là là, moi je suis en rural, c'est compliqué. Je jure, Ah, les c'est- Antilles, c'est compliqué. Non. Tu Il y a fais une rien de transition compliqué. parfaite. Il y a rien de compliqué. Il y a rien de compliqué. Tu fais la transition parfaite. C'est une question que j'avais pensé par le passé, encore plus vu comme t'es formateur, je pense que ça va être pertinent. C'est une problématique que je rencontre et qu'on rencontre au sein de la formation. C'est cet aspect état d'esprit où un client, il a du mal, un agent immobilier, je trouve qu'il a du mal à se remettre en question sur ses façons de faire, sur ses façons de mettre en place les choses. Est-ce que toi, tu le remarques dans le métier Bien pur sûr, bien sûr. et en plus à la formation, qu'est-ce que tu dirais à une personne c'est- qu'est-ce que tu essayes de dire, toi, de ton côté, pour lui faire prendre conscience en étant gentil aussi, parce que c'est quand même ton client ou un partenaire. Comment tu fais pour essayer de lui faire comprendre qu'il faut aussi se remettre en question, quoi. Aux États-Unis encore, je reviens sur les États-Unis, mais ceux qui font les formations, c'est toujours les meilleurs. Ouais. C'est vrai. Voilà, le meilleur, il en veut toujours plus. Le bon, moi, je reviens sur ma petite carrière tennis de table. Quand je perdais un match, c'est que j'avais été mauvais. Je peux m'en prendre qu'à moi. Quand je me faisais battre, c'est que l'autre a eu un petit truc en plus que moi que j'aimais pas. Et ben, j'allais à la salle le travailler. D'accord. En immobilier, c'est pareil. Ouais, je fais ça, ça marche. Ouais, mais pour rentrer des mandats, il y a une trentaine de moyens. Si tu n'utilises pas les 30, tu te prives de mandats. Tu te prives de certains vendeurs. C'est dommage. Oui, mais moi, je suis à l'âge de la retraite, je vais pas aller sur Facebook. Ok, sauf que nos vendeurs, ils sont là. Oui, mais moi, c'est bon, je suis auto-entrepreneur, j'ai pas besoin de LinkedIn. Mais ils sont là. Ouais, Et voilà, des rentrées de mais mandats. Pour rentrer Nous, on un a- mandat, il y a une trentaine de moyens. Je vais lui faire. Et ben, plus t'en utilises, plus t'as de chances de te développer. Moins t'en utilises, plus t'es galère. Tu sais que quand on s'est lancé avec Matt en 2021, alors c'est 2020 même. il n'y a pas très très longtemps, 2020, ouais, j'utilisais toujours pour les agents immobiliers un schéma. Alors il y en a, ils me disaient, mais t'es complètement dingue, ça n'a aucun sens, etc. J'utilisais ce geste-là. Chaque doigt est un canal d'acquisition. Plus tu vas multiplier tes canaux d'acquisition, plus tu auras de chances d'acquérir. Bien sûr. Tu vas pas te faire porte à porte et de boitage, c'est pas grave, t'en fermes 2, mais tu sais que t'en as quand même 8 qui fonctionnent. C'est ça. Tu vois. Et pour nous, ça a été le schéma même de la boîte, de se dire, ok, mais réfléchissons autrement, au lieu de se dire, bah, il y a que ça, que ça et que ça. Non, il existe d'autres choses. Et encore une fois, c'est comme un sportif de haut niveau. C'est ça. Il se remet toujours en question en se disant, mais ouais, on vient Ouais, de... mais ceux Eric, qui j'ai le pas font besoin, pas. ça marche. Ça marche, ouais, sauf qu'à un moment donné, là on le voit bien, c'est dans ces phases difficiles, dans ces conjonctures compliquées, que là, celui qui était à peine moyen, et ben là, celui-ci, il est en train d'arrêter. Je pense que c'est là qu'on se rend compte vraiment l'état d'esprit des personnes. Parce Bien que sûr. même si c'est compliqué, il y en a quand même qui ne se remettent pas en question, contrairement à d'autres où ça a été compliqué. Ben. Et c'est là qu'il y a eu ce petit changement. Ils se sont dit, ah oui, là, je suis en train de me faire rattraper, il faut que je mette en place les choses. Mais il y en a vraiment, je trouve que même si quand ça va mal... Petite anecdote là-dessus, le Covid, on n'a plus le droit de travailler. Ouais, bien sûr, D'accord. il y en a qui ont trouvé des solutions. Ils m'appelaient tous les uns derrière les autres, ouais, bon bah écoute, j'arrête, je reste sur mon canapé devant les feux de l'amour, quoi. Et puis il y en a un qui m'envoie une photo. Jérémy, de Valence, il m'envoie une photo, il est allé à, je sais plus, le Roi Merlin ou quoi que ce soit, il a acheté un espèce de manche debout, il a enlevé le plateau du haut, et il a fait souder des corbeilles. En bas, les surchaussures, les gants, les masques, et en haut, un bouton poussoir avec du gel. Ouais. Et il communiquait là-dessus. Il disait, venez visiter, n'hésitez pas à m'accueillir pour vendre. Il mettait son présentoir devant la porte d'entrée, etc. Il a cartonné. Différents, Donc il y a messages ceux- différenciants. Il y a ceux qui, oh là là, au secours, le monde s'écroule. Et il y a ceux qui trouvent des solutions, qui font des efforts, qui ont peut-être, La jugeote, ouais. Ah ouais. Un peu ce Qui- truc qui de... cherchent, ouais.
de commercial pur C'est et ça, dur, c'est savoir ça. cette vivacité un peu Mais trouver, le innover. bon commercial, c'est ça. Hein, c'est souvent, je prends l'exemple du chat. Le chat, tu le jettes un peu, il retombe sur ses pattes. Le bon commercial, c'est ça. Il cherche. Alors j'en ai des comme ça. Et puis j'en ai qui, le moins de petits changements. Là, je le vois bien hein, depuis le 31 mai, l'abandon du Bon Coin. J'en ai qui pleurent et qui essayent de me raconter n'importe quoi, qui sont prêts à mentir, même raconter des balourds de chez Balourd, quoi. Est-ce qu'il y J'ai a- 100% de mes clients qui m'ont appelé en me disant j'arrête, t'es plus sur le Bon Coin. Je dis comment ça se fait? Moi, mes clients, il n'y en a pas un qui m'a appelé, quoi. Ils n'y ont même pas vu. Donc là, pour toutes tes équipes, toi, tu as stoppé le Bon Coin. J'ai stoppé le Bon Coin. Ouais. Wow, ok. C'est quand même une grosse décision. Ça fait 3 ans que j'en ai envie parce qu'ils m'insupportent. Leur attitude. Quand tu parles de leur attitude, c'est. Attitude commerciale. Le Bon Coin. Ouais. Ouais. Les commerciaux qu'on a au bout du fil, on n'a jamais les mêmes. C'est impossible d'avoir quelqu'un au niveau direction. c'est des Contrairement à télépros. Se Loger où on peut discuter avec un responsable grand compte ou autre, on n'est pas forcément d'accord, mais au moins ça fait de temps en temps du bien d'aller échanger avec quelqu'un qui connaît, qui Là, comprend c'est un notre peu métier. comme Bon Coin, c'est impossible. C'est EDF, impossible. quoi. Tu Pareil. sais pas, tu sais pas sur Ouais, qui tu tombes. ouais, quoi. ouais. Ok. Ouais, ils ont le mono. Enfin, Donc là, pas t'as le tout monopole, stoppé. J'ai tout stoppé. Grosso Je les ai modo- insultés, je me suis fait plaisir. J'ai été très désagréable. Et quelque part, je m'en excuse, non pas au nom de la marque du Bon Coin, mais auprès des personnes, parce qu'ils y sont pour rien. Mais ils sont, malgré tout, ils ont un manque de formation, ils sont maladroits. Ils sont aussi trop dans le mensonge. J'ai une commerciale du Bon Coin qui m'a dit, Monsieur Vernin, c'est normal qu'on vous augmente. L'année Covid, vous avez fait plus 70%. Mais quand est-ce que l'immobilier a fait plus 70%? Et quand bien même. Non mais Ouais, voilà, mais- je veux dire, moi demain, ma société fait plus 20%, on me dit on vous prend plus 15, why not? Mais aujourd'hui, dans une profession qui fait moins 30%, comment c'est possible de nous faire des augmentations à 2 chiffres? C'est honteux, c'est honteux. Ouais. Et donc, pour un conseiller immobilier qui nous regarde aujourd'hui, parce que je suis convaincu qu'il y en aura un paquet qui nous regarderont Ouais. aujourd'hui, agogo.imo, c'est la plateforme donc pour les conseillers immobiliers, agents immobiliers, pour Pour tout le justement monde. publier leurs annonces, Exactement. pour qu'elles soient diffusées correctement, efficacement. C'est quoi ton modèle économique? Est-ce que tu peux en parler aujourd'hui? L'objectif, c'est simple, c'est d'essayer de fédérer la profession qui est au pied du mur. Comme je disais tout à l'heure, on est en train de... Beaucoup de petites structures sont en train de mourir à cause de cette publicité qui est des sommes, c'est des sommes anormales et des augmentations inimaginables. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de fédérer la profession et dans le rêve, ça serait effectivement qu'on se prenne tous par la main. Alors, j'ai appelé certains présidents de grosses enseignes, mais qui sont un petit peu coincés parce que ils sont dans le conseil d'administration de Bien Ici. Après, ils pourront malgré tout pas empêcher leurs franchisés d'aller sur Agogo, ce qui est d'ailleurs le cas. On a pratiquement au moins une agence de toutes les grosses enseignes nationales. J'ai appelé aujourd'hui sur les 190 réseaux de mandataires, j'ai dû en appeler à peu près 60 pour l'instant. J'ai sélectionné par volume d'annonces. Et il y en a un seul. Alors peut-être que je suis tombé au mauvais moment, peut-être qu'il n'a pas compris le but de mon appel, qui m'a envoyé bouler. Donc j'ai bien retenu le nom de l'enseigne pour venir sur Agogo, il va ramer un petit peu. Non, je suis pas rancunier, mais à un moment donné, j'appelle en étant confrère, concurrent, pour tenter en tout cas d'apporter une solution. Quand on manque de respect comme ça, à un moment donné, voilà, je vais pas non plus. Voilà. tu peux lui donner J'appelle des en fait, points. moi je suis quelqu'un, comme je le dis souvent, je suis pas un semeur de merde, jamais. Je me suis jamais battu, j'ai jamais semé la merde. Par contre, quand on vient me chier dans les bottes et qu'on a tort en plus, ou qu'on est désagréable, ça c'est quelque chose, l'imbécilité humaine, l'injustice, c'est quelque chose qui me rend dingue. Et de plus en plus en vieillissant. Ça me laissait indifférent et ça pouvait m'amuser. Là maintenant, ça a tendance à me rendre dingue et je peux me transformer en gros monstre Ouais, t'as pas envie de perdre du temps, quoi. très méchant. Ouais. Et voilà, donc parmi les X réseaux que j'ai appelés, tout le monde, tous ceux que j'ai eus m'ont dit mais oui, attention, tu te lances dans un truc impossible, j'en suis conscient. Certains m'ont dit oui et ont déjà à l'heure actuelle jeté leur flux chez nous sur Agogo. Il y a trois réseaux notamment qui l'ont fait en instantané, d'accord, à peine raccroché sur des conversations de 5 minutes. Ouais. Donc ça fait plaisir. J'ai appelé un petit peu au hasard, mais aussi au référencement, 10 agences en Corse, en Guadeloupe et en Martinique Ok. pour annoncer la nouvelle, envoyer un petit mail derrière.
ils viennent pas. Voilà, faut que je fasse aussi la réunion, que je termine tous les réseaux de mandataires. Et puis, l'objectif qu'on s'est fixé avec Mohamed, c'est idéalement, ça serait d'arriver au volume du Figaro et bien ici, c'est-à-dire à peu près 200 000 au 31 décembre. Magnifique. Et tu peux nous situer par rapport aux chiffres où tu en es actuellement? Là, on vient de passer la VAR des 20 000 hier. Ok, faire C'est x10 propre, hein, encore Voilà. sinon. Et Mais ça peut aller très vite. Hein. bien sûr. Demain, on signe le plus gros réseau de mandataires IAD, c'est 50, 60, 70 000 annonces. Donc voilà, je suis en train de voir avec des grosses enseignes, ça peut aller très très vite. C'est clair que si on a que les petites agences qui ont 3 mandats, on aura peut-être du mal à aller à 200 000. Mais moi, je suis quelqu'un de très positif. Mais par contre, 200 ça 000, n'empêche pas l'indépendant. Je suis désolé de te couper, mais ça n'empêche pas l'indépendant du réseau qui puisse te rejoindre directement. complet. Ouais, ok. C'est ce que j'avais posé, ouais. Complet. Ok. Et j'ai 2 petites questions. La première, c'est vraiment purement technique sur comment ça s'appelle Agogo.imo. Agogo.imo, pardon. Vu comme tu te bats un petit peu sur la partie exclusivité mandat simple, est-ce que tu acceptes les deux sur la plateforme? Ouais, les deux. Oui. Et du coup, ma deuxième question, vu comme on est un peu team digital, qu'est-ce que tu mets en place un peu sur le digital pour aller chercher des conseillers immobiliers qui rejoignent ton réseau? Alors attention, Enfin, ton réseau. rechercher des conseillers, ça serait éventuellement pour EVMO. Pour l'instant, je fais très peu de communication de recrutement parce que c'est pas la meilleure période. C'est vrai que j'ai mal posé la question. Voilà. Je veux dire recrutement, c'est intégrer un nouveau conseiller sur la plateforme pour qu'il puisse mettre ses biens en vente. C'est vrai que j'ai mal posé la question. Les conseillers, c'est pas trop eux qui ont le pouvoir très souvent de venir sur Agogo ou pas. Ok. Très souvent, quand tu es dans une agence, c'est ton responsable d'agence qui gère la com. Quand tu es dans un réseau de mandataires, la plupart du temps, tu payes un pack, une cotisation mensuelle, et c'est ton enseigne qui te donne. Malgré tout, il y a certains réseaux de mandataires qui laissent la possibilité à leurs agents d'aller diffuser sur Agogo. Donc celui qui veut venir sur Agogo, s'il a le droit s'il a l'autorisation de sa marque, son enseigne, nous, on est en capacité d'aller lui aspirer ces quelques annonces. Ok. On est prêt à aspirer. Mohamed a modifié ça tout de suite parce qu'on s'est confronté à ça très rapidement. Une enseigne qui nous a dit oui, on le fera quand on aura tant d'agences qui nous ont demandé la passerelle. Donc du coup, tout de suite, quand j'ai donné cette info à Mohamed, il a géré le truc. Hop, on se transforme en passerelle. Aujourd'hui, on peut aller chercher n'importe quel flux de n'importe qui. Petit, gros volume. Il faut juste qu'il ait l'autorisation si Exactement. le réseau. Et la problématique, par exemple, tu vois, je pense à beaucoup de personnes qui bossent sur Neti et ma boîte IMO. C'est une passerelle aussi qui est connectée. Ouais. Ah, ok. Ouais. Hyper intéressant. Alors, vu que tu connais les passerelles, Ubiflow nous a dit oui tout de suite. Ok. On a plein de gens qui sont avec Ubiflow qui sont déjà chez nous. Apimo nous a dit oui tout de suite. Adaptimo nous a dit oui, mais en posant quelques conditions. Il y avait 2-3 règles, des petites conditions particulières, etc., qui apparaissaient pas. Il leur fallait, donc on doit être en train de le faire. Ça n'a pas été d'ailleurs notre priorité, tu vois. Ouais. Mais on va le faire. La boîte IMO, ça a été les plus durs en affaires. Oui, mais il faut payer. Donc voilà. Payer, mais payer pourquoi? Pour que vos clients aient le droit de diffuser chez nous. On va aller chercher leur flux directement chez eux sans passer par vous et point barre, quoi. C'est ouf. Ouais, surtout que c'est une passerelle même bien pour eux parce que c'est la boîte IMO s'ils vendent. C'est un truc de ouf, ouais. Oui, tout le monde veut faire de l'argent facile sur le dos de tout le monde. Tu donc, peux donner à peu près non, parce que ça m'a écœuré, cette réponse. C'était pas très cher, c'était peut-être 50 € par mois pour avoir un transfert peut-être de 10 agences ou un truc comme ça, mais pourquoi payer, quoi? Ouais, c'est plus le fait de payer. Non, mais pourquoi payer? Dans l'idée, c'est une fonctionnalité. Mais ça leur coûte quoi? Ça leur coûte quoi? Ça leur coûte rien. Ouais, c'est une API. C'est même plus, ça peut être un frein pour un potentiel client qui veut poster ses annonces chez toi, quoi. Complet. On fait souvent ça dans le podcast. J'ai 3 petites questions. Tu as peut-être dû voir avec Léon. Je vais commencer les phrases, Eric, et tu vas tout simplement devoir les finir avec un seul mot. Ok? Pas plus, pas moins. Tu as le droit de réfléchir, mais c'est un seul... Je suis prêt. mais c'est un seul mot. La vie, c'est... Le bonheur.
les gens sont... Tous les entrepreneurs, Le premier mot qui me venait en tous les tête. entrepreneurs, ils ont quand même un temps de réflexion. J'ai presque envie de répondre faux. Ok, on reviendra dessus Ouais. après, tu m'expliqueras. Et donc, je suis, en parlant de toi, donc je suis... Un courageux. Ok, très bien. Allez, je rebondis dessus directement avant de passer à la dernière question, parce que si je dis pas de bêtises, ça fait déjà une petite heure qu'on tourne. Tu vois, je suis dans le mille. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu me disais, les gens sont faux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Je prends régulièrement des grandes claques et parfois c'est vraiment dur, quoi. Des gens que j'ai formés de A à Z et qui partent du jour au lendemain, qui n'ont même pas le courage de vous dire qu'ils partent. Vous voyez qu'ils sont inscrits dans un autre réseau, quoi. Je parle de certaines personnes à qui j'ai proposé mon logement, par exemple, au bord de la mer, quoi. C'est-à-dire des gens avec qui on était amis, avec des enfants qui s'amusaient ensemble. Et du jour au lendemain, vous n'avez pas trop de nouvelles. Et je ne sais plus pourquoi, par hasard, je tape le nom dans Google et je vois que la personne est inscrite dans une autre enseigne, ça, par exemple. Ah, c'est frustrant. Je vais lancer un gros pavé, mais dans l'immobilier, il y a beaucoup d'argent, donc du coup, c'est forcément conflictuel. Et il y a parfois des espèces et des volontés d'essayer de contourner l'agent immobilier pour se faire un peu d'argent de poche, quoi. Ouais. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des commerciaux qui font de l'argent dans mon dos. C'est ouf. À la limite, s'ils prenaient 1000 balles, la part que j'aurais pu leur donner quelque part. Mais très souvent, c'est même pas ça, c'est qu'ils prennent la commission totale, quoi. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est l'envers du décor, ça. C'est l'envers du décor. Et toi, en tant que... Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Je suis quelqu'un de très généreux, très sensible. Et c'est le jeu quelque part. Il y en a un, il est venu chez moi et il m'avait dit, moi, mon objectif, c'est d'avoir mon agence. Il a fait le business, il a fait ses ventes, il a fait d'ailleurs 1 ou 2 belles années chez moi. Il a préparé à côté son diplôme pour avoir sa carte pro. Il a fait sa carte pro et il a ouvert son agence. Quelque part, ça me fait plaisir. Dès Je le début, suis il est arrivé éducateur avec un- sportif. Je veux dire, j'étais mineur, Ouais, je parce faisais que t'as déjà vu l'évolution. Quelque part, ça me fait plaisir, d'accord? À côté de ça, il y a une personne qui m'envoie un texto pendant que je suis en vacances pour me dire, eh ben, je le fais avec lui. Je trouve ça moche, quoi. Ouais, parce que lui, il était honnête au départ, Voilà, en te disant voilà. c'est mon objectif. Tu l'acceptes ou non de me former. Exactement. Même si dans 2 ans, 3 ans, tu sais que tu compteras Exactement. sûrement plus pour moi. Exactement. Peut-être qu'il aurait pu changer d'avis sur les 3 ans, mais au moins il l'a fait. Mais Il n'y a pas de eu souci. l'honnêteté, Il y a une quoi. commerciale qui, pas très loin géographiquement, qui de toute manière était pas très bonne, a voulu créer un électrochoc et est partie chez lui. Il n'y a pas de souci. Et à lui, créateur de sa boîte, je lui en veux même pas. Et on n'a même pas échangé, ni m'a appelé d'ailleurs pour me dire elle veut venir, excuse-moi, etc. Mais je m'en fous, ça c'est pas le souci. Mais des gens quelque part qui vous la font à l'envers, l'aspect financier mais humain, et plus le côté humain, me fait mal, ouais. Ouais, ça répond en plus à un truc que je me rends compte de plus en plus parce que on envoie quand même beaucoup de messages pour des entrepreneurs qui viennent s'asseoir avec nous ici pour échanger et passer un bon moment. Et on l'a ressenti direct. Quand je t'ai envoyé le message, tu as dit ouais, les gars, vas-y, c'est bon, c'est parti, envoie-moi le script, etc. Tiens, mon numéro, appelle-moi, on s'est appelé. Et ça se ressent, cette valeur de partage, etc. C'est quoi pour toi tes 2 valeurs les plus importantes aujourd'hui que tu ne voudrais jamais perdre et que tu ne vas pas perdre du coup? C'est quoi pour toi les 2 points les plus importants? Ah bah, et que je donne et que je fais tout pour donner à mon fils.
Et ben, l'éducation tout simplement que j'ai eue, quoi. J'ai manqué de rien, mais je suis parti tous les étés en vacances avec mes parents, mais on partait pas 2 mois comme je le fais maintenant, etc. Mes parents ont manqué de, je pense, pas grand-chose non plus, mais ils roulaient pas sur l'or, etc. Et ça, pour moi, c'est des valeurs. Au quotidien, je me bats avec Edgar, mon fils, pour lui dire, mais attends, regarde, ça tombe pas du ciel l'argent, quoi. Ouais, faut taper dedans. Un copain a ça, faudra acheter ça. L'autre copain a ça, faudra acheter ça. Je dis, mais attends, chouchou, tu peux pas voir les jouets de tous les enfants du monde. C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Donc voilà, les valeurs, la politesse, le respect, pour moi, ça, c'est Ouais. des vraies valeurs qui se perdent malheureusement. Qui sont des bases pourtant. Mais ça se perd. Mais aujourd'hui, ne me donnez pas un flingue. Je fais un massacre en permanence, en voiture. C'est un rapport de force permanent. Vous êtes piéton ou motard, c'est le plus gros en fait. C'est toujours le plus gros. Toujours le plus gros qui est prêt à écraser l'autre, quoi. Ouais, Ça, c'est insupportable. On en parlait avec un entrepreneur, là, je crois que c'est Thomas, dans le dernier podcast, et il disait que la mentalité aux US n'était absolument pas dans le même style. C'était vraiment, tiens, viens, et on se tire la main, justement, et on y va, et on avance ensemble. Ah, si t'es au-dessus, t'es au-dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave. Mais si t'es en dessous, bah, moi, je vais essayer de te faire en sorte de monter au-dessus. C'est pour ça que les vendeurs aux States sont réputés, parce que le loup de Wall Street, etc., c'est extrapolé de fois 1 million. Mais c'est connu parce que le mec, il prend ses troupes et il dit merde, on y va. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de personne et on y va tous ensemble. Et c'est ensemble qu'on peut faire un truc sympa. Alors, je le rabâche encore dans ce podcast, mais je le dis à chaque fois. Nous, on a dans la team, on a une schématisation. Quand quelqu'un rentre dans l'équipe, on a à peu près une vingtaine de personnes prestataires aujourd'hui qui bossent avec nous. Et je fais toujours la schématisation du bateau. C'est-à-dire que tu viens avec nous dans le bateau, bah nous, on est à la barre du navire et on va essayer d'aller à ce cap-là. Peu importe si tu es là ou tu n'es pas là, on ira à ce cap-là. Par contre, si tu es là, on sait qu'on peut y aller plus rapidement. Bien Et sûr. pour nous, on est toujours sur cet état d'esprit-là. Après, c'est vrai que c'est frustrant de se dire des fois, bah, tu as des sales, enfin des commerciaux qui te quittent pour aller ailleurs sans forcément te prévenir, sans forcément... parce qu'il y a cet aspect monétaire qui aujourd'hui, comme tu le disais, ça La peut franchise, changer la l'humain. franchise des gens, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Mais ton image de bateau, je la valide tout à fait. C'est tout à fait ça. Le bateau, il s'appelle Agogo. Je suis à la barre. Il y a les ingénieurs qui sont dans les cales et ceux qui veulent monter montent. Ceux qui veulent pas monter, bah, faudra peut-être qu'ils nagent vite pour nous rattraper, je sais pas. Mais ton image de tendre le bras, en immobilier, c'est faux, mais c'est un peu ça. On tend le bras, on te pousse pour me mettre devant, mais c'est pour mieux te poignarder. C'est un truc de dingue. Je vais raconter quand même une anecdote qui nous est arrivée pas plus tard qu'avant-hier. Une personne, on en parlera hors cam, que tu dois connaître d'ailleurs sur Juan. Mes parents donc font de l'IMO, tu sais, sur Juan, et ont souvent des demandes de proches à eux. Mais ils font des demandes pour eux en disant, bah voilà, est-ce qu'on pourrait avoir davantage d'infos parce que mon papa maîtrise la rénovation immobilière. Et on fait cette demande-là. Et l'agent immobilier, je t'assure que c'est vrai, il l'envoie à la station d'épuration à Rouen en mettant donc l'adresse de la station d'épuration de Rouen. Tu vois où elle est ou pas? Ouais, ouais. Et en mettant très calme, en été, vous verrez, c'est idyllique, vous allez passer des bons moments. Avec un petit coin d'eau. Petit coin d'eau à côté, etc. T'imagines ou pas? Enfin, moi, je me dis, mais 22 ans, la personne. Tu connais, tu verras indirectement, je t'en parlerai, et tu te diras, mais d'un côté, ça t'étonnera peut-être pas, ou d'un côté, ça t'étonnera. Mais c'est dingue. Tu sais, il n'y a plus de respect, en fait. On est dans l'immobilier, c'est pas parce qu'on te fait une demande que je vais vouloir te piquer le mandat ou te bouffer le mandat. C'est pas une raison pour que tu m'envoies à la station d'épuration. Non, mais sérieux. Tu vois? Alors, c'est rigolo. Nous, on en rigolait parce qu'on connaît le gars, etc. Tu vois? Ouais. Ça passe avec nous, tu vois. Mais des gens qui ont la cinquantaine, qui ont 25 ans d'expérience. L'être humain est très surprenant. Tu vois, Ça, c'est sûr. Il manque pas de créativité. on finit souvent le podcast avec 2 petites choses. Ah, J'aimerais que... le piège arrive. J'aimerais que tu me donnes un conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur ou un conseiller immobilier qui se lance. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne-là pour la suite de sa carrière, la fin de sa carrière, tout simplement? La première chose, c'est d'être sûr que ce métier est vraiment fait pour lui et qu'il ait vraiment tous les atouts pour réussir, ce qu'on a cité tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est se former en permanence.
ne surtout pas rester dans le passé. Je le vois, mais des fois en formation, je dis souvent les vieux de la vieille, mais des gens qui ont 20-25 ans de bouteille, qui sont sur des méthodes de travail d'il y a 20-25 ans, mais qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Avec l'évolution du digital, comment rédiger une annonce, la quantité, la qualité des photos, tous ces trucs-là, qui pour Google, quoi, surtout. Hein. Donc c'est ça, être sûr, venir dans ce métier en étant sûr que ce métier est fait pour eux, bien se poser les questions, quitte à aller faire un stage, une journée, machin, et ensuite se former tout le temps. Toujours rester un œil ouvert, surtout, toujours regarder ce qui se passe, etc., parce que ça évolue très très vite. Et ça, c'est vraiment d'ailleurs un gros problème. Hein. Ouais, l'évolution, l'adaptation au marché, Wow, etc. c'est violent, hein, ça va vite. Hein. Magnifique. Très vite. Écoute, est-ce que tu as un petit truc à rajouter avant la dernière question, Matt, ou pas? Une petite question à poser. La seule question que j'avais à poser, c'est par rapport au fait que maintenant, tes 2 projets principaux, Oui. Gogo et EVIMO, comment tu fais pour répartir ton temps sur les 2? Est-ce que tu es plus sur l'un que sur l'autre? Est-ce que tu comptes te concentrer sur un? En fait, les bons chez EV ont pratiquement pas besoin de moi. Ouais. Les pas bons, les pas bons, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Donc il me reste pas forcément beaucoup de monde à animer au sein d'EV. Et comme je le disais tout à l'heure, actuellement on reçoit pratiquement pas de CV. Donc j'ai pas trop de temps en entretien ou en formation initiation. Ok. Donc ça me dégage beaucoup de temps actuellement pour Agogo. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'informe de la naissance d'Agogo. Voilà, j'essaye d'informer un maximum de gens. Et voilà, après, on verra. Pour dire on est là, et voilà, venez, ça essayez. existe. Vous voulez venir, ouais. Ouais, je me suis garé vers Boulanger, là, en moto. Ouais. Et je suis venu à pied, donc j'ai fait quoi 250 mètres. Il a Ouais. chopé. Je suis passé devant une seule agence, là, Viager Cost. Ouais. Je suis rentré dedans pour prendre leur carte. Ils m'ont dit non, nous, on n'est pas décideurs, c'est Paris. Donc voilà, je fonctionne comme ça, comme j'ai des cartes. À chaque fois que je passe devant une agence, purement par hasard, sur mon lieu de vacances, n'importe où, je pousse la porte, je prends l'adresse mail pour envoyer une petite bafouille et puis point barre. J'aime bien ce mot bafouille. Ah ouais, Ça me fait penser à toutes les notes que tu... Oui, parce que on me se- demande, vous avez une plaquette? Je dis non, mais attendez, j'ai rien à vendre moi. Je suis pas un commercial pour vous vendre un truc, etc. Je suis un confrère. Je suis dans la même galère que vous. J'en ai ras-le-bol de se loger bon coin. On vient de créer avec un informaticien. Ne me posez aucune question technique, j'y connais rien. Voilà, il y a Eric qui s'occupe de développer le site contact envers les gens de la profession et Mohamed qui s'occupe de la partie technique. Voilà, point. Si vous voulez savoir comment ça se passe, etc., vous appelez Mohamed. Si vous voulez des infos sur l'idée, elle est là. Mon seul objectif, c'est un gros bras d'honneur avec un doigt bien pointu. Mon objectif, il est là et uniquement là. Pourquoi gogo.imo rapidement, le nom? Eh bien, avec Mohamed, on s'était concerté. Enfin, chacun de notre côté, on avait décidé de donner 10 noms. Et lui, comme il est informaticien, il avait trouvé 10 noms avec des A par rapport au référencement. Ouais. Et du coup, Agogo, ça veut dire un petit peu à volonté, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ah, ok. Donc, on a validé ça tout de suite. Oh, on a dû y passer une grosse demi-heure hein, sur le nom. Hein. C'est pas les. C'est pas le plus Dossier important. classé. Ouais, c'est pas. Allez, eh ben, écoute, déjà, avant de clôturer ce podcast, on tenait à te remercier quand même avec Matt de nous avoir fait confiance et d'être Merci à venu vous. ici. Merci à vous. C'est cool. Merci franchement d'avoir partagé tout ça. On peut te retrouver où pour que les gens puissent te contacter? LinkedIn? Je suis de partout. Ouais, Facebook, LinkedIn, je suis de partout. Ouais. Ok, donc on pourra te retrouver sur LinkedIn. On mettra les réseaux sociaux, la caméra est juste là-bas les gars. On mettra les réseaux sociaux juste ici pour que vous puissiez le contacter. Si vous travaillez dans le monde de l'immobilier, etc., n'hésitez pas à lui faire un message. Je pense que tu es hyper ouvert à ça, à échanger, à discuter. Il a pris 1h15 de son temps, 1h20 de son temps aujourd'hui avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, Elodie, tu seras la bienvenue prochainement sur ce podcast. Ça sera peut-être à Paris, ça sera peut-être à Lyon. On ne sait pas, on rentrera en contact ensemble. N'hésitez pas à envoyer un message à Eric directement sur ces plateformes. Ça a été un vrai plaisir d'avoir Matt et Eric aujourd'hui. Et puis, on se dit à bientôt tout simplement. Ciao tout le monde. Ciao, merci. Ciao.